Bonjour à tous, bienvenue pour ce dernier Mo Talks de la saison. Donc on a décidé de faire un format du midi avec la possibilité pour chacun de prendre ses sandwichs ou ce que vous avez à portée de main pour déjeuner. Et puis on va se retrouver donc pendant 1 heure ensemble. Alors petite chose un peu spéciale aujourd'hui, c'est que je suis accompagné, je ne vais pas vous le montrer, mais je suis accompagné de mon chien qui dort, qui dort à côté de moi. Et donc je ne dis pas que ça ne va pas être impossible qu'à un moment il y ait un aboiement. Donc, je vais essayer de gérer ça. J'en suis absolument désolé, c'est les joies du direct. Et puis, avant de passer la main à notre invité, juste vous rappeler, pour les habitués, vous connaissez un peu le discours, mais vous rappeler ce qu'est Mo, parce que ce sont une série de talks qui a été engagée et enclenchée depuis le confinement en mars 2020. Et on a reçu beaucoup de gens. Et aujourd'hui, en fait, c'est un cycle qui est réalisé avec Raise Lab, avec Madines, avec 21 La Croix-Rouge, avec School Lab, avec Make Sense et avec So Good. Donc, un petit rappel de Mo. Mo, c'est né d'un constat qui n'a jamais eu autant de sens que pendant cette période du coronavirus. C'est qu'on doit faire face collectivement à des challenges énormes, qu'ils soient climatiques, politiques, démocratiques. Et l'ambition de Mo, c'est d'initier ce qu'on appelle le D-Day du Positive Impact, c'est-à-dire de reprendre cette analogie du débarquement de 1944 avec ces 156 000 jeunes qui sont venus de 12 pays, pour cette fois-ci créer une coalition qui soit mondiale et qui va trouver des solutions à nos grands enjeux contemporains. Pour commencer, Mo va se concentrer sur 2 grands thèmes qui sont l'inclusion et la transition numérique et l'inclusion et la transition climatique. Et pour ces actions, Mo va s'appuyer sur 4 piliers. Un lieu incroyable qui va être basé à Caen, en Normandie, donc qui ouvre pour info en septembre de cette année, donc septembre 2021. Il sera le premier Collider en Europe, un grand événement annuel, des programmes à impact et une communauté mondiale avec le principe donc, de Collider, c'est de réunir à la fois des étudiants, des citoyens, des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des athlètes également, pour créer cette coalition qui sera activement impliquée dans chacun de ces piliers. Donc voilà, donc pour ce Mo Talks un peu particulier, j'ai choisi d'inviter une personne qu'on avait identifiée depuis longtemps, ça fait depuis, en vérité, depuis novembre de l'année dernière qu'on avait mis Marion dans nos petits papiers et qu'on voulait l'inviter. C'est Marion Dupuis-Chagnaud, Chagnaud-Dupuis, excusez-moi, Marion Chagnaud-Dupuis, c'est parce que je fais un amalgame avec mon propre nom de famille. Marion Chagnaud-Dupuis qui a fait beaucoup de choses dans sa vie, qui est bouddhiste, qui est auteur, qui est alpiniste. C'est la seule femme européenne à avoir gravi 3 fois l'Everest. Et puis, un peu comme moi, quand je me balade sur les plages des Landes, elle ramasse des déchets. Alors moi, j'arrive avec un petit sac et Marion, elle redescend, pas toute seule, bien sûr, avec une cinquantaine d'alpinistes qui ont fait ça. Elle redescend avec 10 tonnes de déchets. Ils ont nettoyé ensemble la face nord de l'Everest. Et ça a une implication assez gigantesque puisque en dessous, en dessous cette montagne, vous avez le bassin de l'Asie qui héberge entre 2 à 3 milliards de personnes. Et ça a permis à cette population d'avoir une eau beaucoup plus pure. Donc, elle va nous raconter tout ça. On va aborder plein de sujets. On va aborder évidemment le sujet, l'aventure de cette aventure alpiniste, mais également on va aller aborder le pourquoi d'un tel défi, regarder un petit peu de manière macro qu'est-ce qui a pu se dérouler et qu'est-ce qui a pu s'enclencher depuis. Et on est 1 heure ensemble. Pour rappel, vous avez la possibilité de poser vos questions pendant le talk. Vous les posez sur le Q&R et je vais les reprendre et les poser à Marion en fonction de la ligne de conversation qu'on pourra avoir ensemble. Bonjour Marion. Eh bien, bonjour à tous. Comment ça va? Plutôt bien. Je suis en Suisse, là, au bord du lac Léman. Ah, c'est bien, c'est assez agréable, j'avoue. Donc, tu vois aussi les montagnes. Oui, je suis entre lac et montagne. Peut-être première question, est-ce que tu peux nous faire une courte introduction de ton histoire qui nous amène évidemment à cette séquence un peu particulière de ta vie, mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené en fait à ce projet? J'avais envie de repartir de cette date de confinement, en fait, donc de 2020, premier confinement, parce que comme ça me permet voilà, de dérouler à sens inverse un peu l'histoire, mais rapidement. Hein. En fait, donc j'habite au Tibet, mais là, j'ai été bloquée aux frontières le 21 mars 2020, puisque
la Chine, la Tibet m'a demandé de ne surtout pas rentrer chez moi. Donc, j'ai pris le dernier vol de Katmandou. Je me tenais à Katmandou pour rentrer en Europe et je me suis retrouvée en Suisse, donc chez mon compagnon, chez qui je vis donc maintenant depuis ce premier confinement. Et avant donc cette arrivée un peu brutale dans le monde européen, ça faisait 22 ans que j'habitais en Himalaya. Donc, j'avais fait 4 ans d'études à Darjeeling, dans un petit monastère dans le nord de l'Inde, dans les contreforts de l'Himalaya, du côté indien, des Bengales. Et puis, suite à ces études dans le bouddhisme tibétain, j'ai été missionnée, en fait, invitée à aller travailler donc, au Tibet quand j'avais 22 ans pour accompagner des populations nomades, des nomades du plateau tibétain, qui historiquement en fait sont largement majoritaires sur ce haut plateau qui maintenant appartient à la Chine, qui a historiquement été un territoire occupé donc, par des nomades tibétains. Et pourquoi les accompagner? Parce qu'en fait, ils étaient sous l'influence d'une modernisation très forte depuis les révolutions culturelles en Chine. Et leur mode de vie traditionnel, tous les savoirs, tous les modes d'être et les sagesses en fait, ancestrales de cette population nomade tibétaine étaient en train de se perdre. Voilà. Donc, mon maître de méditation de Darjeeling, mon monastère tibétain, là, il lui-même était nomade et il m'a dit ce serait bien qu'en fait il y ait quelqu'un qui parte là-bas parce que lui il ne pouvait pas y aller, il n'avait plus de passeport, il était en exil. Et j'ai servi de messager, en fait, une sorte missionné par lui pour aider cette population nomade. Et donc, les aider par l'éducation, en créant des écoles, des dispensaires, une université, maintenant l'université de l'Institut des nomades, pour que ces savoirs traditionnels et ces valeurs de lien d'interdépendance avec la nature, cette sagesse, ne soient pas perdues et qu'au contraire, même, elle soit remise à l'ordre du jour et actualisée, et qu'elle puisse servir non seulement sur le plateau tibétain, non seulement à la Chine, mais aussi à tous ceux et celles dans le monde entier qui ont le souhait en fait de revenir à une vie plus proche de ce lien à la nature, intégré au quotidien dans un mode de vie voilà, qui n'est plus séparé de ça. Et entre-temps, comme il fallait que je gagne ma vie, entre 22 ans et 32 ans, j'étais guide de trekking sur des sommets. Donc dans l'Himalaya, c'est vite l'altitude qui monte jusqu'à 5000, 6000, 7000 mètres d'altitude. Donc j'étais guide pour des treks en haute altitude. Et puis finalement, l'école de guide de haute montagne à Lhasa m'a embauchée pour être formatrice chez eux, formatrice en écologie et en formation interculturelle. Et donc, je me suis retrouvée en fait à aller après donc, de plus en plus haut sur des sommets jusqu'à 8848 mètres, le sommet de l'Everest, une première fois en 2013 pour les aider à faire un diagnostic des problèmes de pollution sur la face nord de l'Everest, pour veiller justement à ce que ce problème soit adressé, enfin qu'il y ait un contrôle après pour pas que ça continue. Et puis en 2016, on a refait une nouvelle expédition où je suis de nouveau montée au sommet pour faire une grande campagne de nettoyage, cette fois-ci, des déchets, avec une charte environnementale. On avait rédigé, surtout on avait réfléchi et conçu avec les valeurs tibétaines, donc respectueuses du lien avec la montagne, comment mettre en application des bonnes pratiques sur la montagne pour les faire respecter par les alpinistes. Et avec cette charte, on a donc lancé cette campagne en 2016, qui a duré 2017, 2018, 2019, 4 ans en fait, pour vraiment arriver à tout bien nettoyer et faire place nette, pour qu'ensuite la charte elle puisse être plus opérationnelle, vu que c'est plus facile en fait de demander à réglementer sur les différents camps, sur les critères de propreté en fait des camps après que les expéditions partent, quand ils arrivent sur un lieu qui a été déjà nettoyé, ce qui permet en fait de vérifier qu'ils n'aient rien laissé derrière eux à la fin de la saison qui a lieu en général au printemps.
Voilà. Donc ça, c'était le deuxième volet du projet. C'est une fois que le grand nettoyage est fini, en fait, de vraiment avoir tout un dispositif d'audit, de contrôle en fait sur les camps pour pas qu'il y ait de nouveau des déchets qui soient mis en place. Voilà, donc ça, voilà, je suis un peu rentrée déjà dans les détails techniques, mais c'est un peu l'idée en général, voilà, de comment je me suis retrouvée là-haut à faire tout ça et comment je suis redescendue avec cette histoire racontée aujourd'hui et pourquoi je suis là en Suisse, parce que voilà, le confinement, et j'en suis ravie d'ailleurs de pouvoir partager tout ça. Mais je pense pas que ce soit vraiment dans mon ADN non plus de mettre trop en avant ce que j'ai fait. Il se trouve que les circonstances font que c'est important aujourd'hui de tous s'inspirer les uns les autres de ce qui peut être fait pour justement contribuer à un impact positif. Mais voilà, après, moi, le côté voilà, individuel me semble pas si important et je préfère jouer collectif. On va en reparler, évidemment. Juste pour comprendre également le contexte, je voudrais savoir quel est le rapport ou l'évolution du rapport avec, entre les Tibétains et la nature? Parce que là, on parle quand même de nature, majestueuse, immense, apeurante même et j'aimerais bien que tu nous expliques, est-ce qu'il y a eu une évolution dans ce rapport-là et quelle est-elle? Hmm. En fait, oui, jusqu'à la révolution culturelle de Chine, la culture tibétaine, qui est une culture très très riche et très ancienne, puisqu'on parle même d'une civilisation tibétaine qui a vu naissance dans le 6e siècle et qui était très très vivante et encore enfin, bien en place jusqu'à 1900, les années 1960, la révolution culturelle de Chine. Donc c'est tout récent en fait, il y a eu un grand bouleversement culturel. Et toutes ces valeurs donc, de lien à la nature, elles viennent en fait d'une tradition chamanique, avant même l'arrivée du bouddhisme au Tibet, où les peuples nomades tibétains en fait étaient obligés finalement de garder un lien pur à la nature, vu que leur mode de vie en fait basé sur la survie, en suivant leurs troupeaux et là où il y avait de l'herbe, là où la météo leur permettait justement de s'arrêter pour une saison. Et puis ensuite, donc, passer dans un endroit voilà, plus adapté selon au rythme, au cycle des saisons. Et ce mode de survie, en fait, c'est pas du tout un mode survivaliste au sens de la fin du monde et des conditions extrêmes qui font que voilà, il faut s'adapter. C'est plutôt en fait un choix qui, de garder en fait ce mode de vie de chasseur-cueilleur hein, avant la révolution du néolithique, avec l'arrivée de l'agriculture, qui a modifié énormément ce mode de vie pour finalement installer des lieux autour de cultures et se sédentariser des populations pour que voilà, l'accumulation de grains, de céréales puisse se faire de manière plus efficace et plus pérenne. Donc, mais voilà, il y a eu des peuples qui ont vraiment décidé de rester dans cette mobilité tout au long de l'année, de ne pas cultiver, de vivre de l'élevage. Et donc, ce lien à la nature, il est dans la non-domestication de la nature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une domination de l'homme sur son environnement. Il n'y a pas de volonté d'avoir une emprise ou d'accumuler quoi que ce soit. C'est vraiment vivre avec le cycle des saisons, avec la loi de l'impermanence, voir la météo qui change tout le temps, les troupeaux parfois qui sont décimés par une tempête de neige, donc il y en a la moitié, voire les 3/4 qui meurent, et puis il faut reformer les troupeaux, et puis c'est ce lien d'interdépendance, en fait, où si les humains restent respectueux de la terre, en fait, et de l'équilibre entre les activités humaines et la nature, en fait, qui habitent sur cette terre, qui donc, ce lien, en fait, s'il reste en équilibre, il va être vertueux pour l'humain, qui va en fait tout le temps garder des ressources pour que sa vie soit
agréable, confortable, où il y aura voilà, suffisamment d'herbes, suffisamment de troupeaux, suffisamment de lieux où s'abriter. Donc voilà, en fait, ce lien, il est aussi enfin, simple et aussi profond que je viens de le décrire. Et voilà, les modes de vie ayant changé avec la modernisation due à l'arrivée de la Chine au Tibet. Mais il a fallu en fait s'adapter à des nouvelles lois économiques, notamment, par exemple, pour donner un exemple très concret sur l'industrie de la montagne, les Tibétains se sont retrouvés à devenir guides de haute montagne pour des alpinistes chinois qui voulaient gravir les hauts sommets, alors qu'eux-mêmes n'avaient aucune envie d'aller monter sur la montagne, grimper, parce qu'elle est sacrée et que c'est un univers, en fait, où règne une divinité qui est symbolisée par la montagne. Donc là, par exemple, pour le mont Everest, la divinité qui est sur l'Everest, c'est la mère déesse éléphant. C'est-à-dire en tibétain, on l'appelle Jomo Langma. Jomo, c'est la déesse mère, et Langma, c'est l'éléphant. Donc, elle protège la terre, cette montagne, qui est une divinité aussi. Et donc, le lien de respect à la montagne, il est sacré, il est évident, il a toujours été là. Et ce qui a changé donc dans la mentalité des Tibétains, c'est que tout d'un coup, on leur dit non, en fait, on va grimper sur la tête de la mère éléphant, on va lui monter dessus. Et puis, en plus, on va gagner beaucoup d'argent parce que les personnes qui veulent aller au sommet, ils sont très riches et ils sont prêts à tout pour aller là-haut. Donc, ils vont vous payer très cher. Donc, forcément, ça bouscule un peu toutes les idées à l'intérieur de l'être connecté à la nature qui, tout d'un coup, se voit sollicité ou mobilisé pour un tout autre objectif et tout autre intérêt. Donc forcément, il y a eu un grand écart à faire pour ne pas perdre complètement ses valeurs, s'adapter à la modernité, pour pas non plus complètement rester en marge du monde, mais en fait, essayer d'inventer une manière responsable de faire de la montagne en haute altitude, organiser des expéditions, tout en gardant des valeurs tibétaines. Donc, c'est un peu embrasser le changement en fait, sans perdre ses propres valeurs. Et comment est-ce qu'ils voient est-ce qu'ils sont critiques vis-à-vis de ça ou est-ce qu'ils sont plutôt apaisés? Je pense par exemple à la manière dont les Occidentaux, de manière générale, le rapport des Occidentaux à la nature. Est-ce qu'ils ont un regard particulier sur notre façon de faire? Oui, je pense qu'il y a un peu un regard mitigé, en fait. À la fois, il y a une admiration pour les progrès, en fait, matériels, du matériel de montagne, du matériel technique, sur tout ce qui est utilisation donc, de vêtements qui protègent du froid, qui d'année en année, en fait, sont de plus en plus performants. Donc, il y a vraiment en fait, une admiration aussi bien au niveau de la performance et par ailleurs, cette même performance, en fait, elle leur fait peur parce que en fait, ils voient qu'il y a un intérêt individuel très fort, une quête de dépassement de soi et de toujours battre des records et de toujours en fait, être dans un esprit de compétition qui finalement laisse très peu de place pour le lien et le lien à l'autre et le collectif. Et c'est extrêmement décourageant pour les Tibétains en fait, de se rendre compte qu'après qu'ils aient encadré une expédition pour aider des clients à monter au sommet, ils n'ont aucun contact avec leurs clients et les clients ne reviennent pas du tout vers eux pour leur donner un signe de reconnaissance ou pour lier un lien plus durable et une amitié plus profonde que juste dans l'intérêt d'avoir été servi pendant un moment et puis après voilà, il n'y a plus de lien. C'est une photographie assez forte de ce qui est en train de se passer en ce moment.
allons sur l'effort, enfin sur ouais, l'effort, parce que c'est vraiment ça, sur l'aventure que tu as pu faire à 3 reprises. Ma question, elle est comment est-ce que on se prépare et on vit de tels exploits à la fois physiques et mentaux? C'est quoi en fait de gravir l'Everest? Moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des très bons mentors sur la montagne, qui sont les guides tibétains de l'école de montagne à Lhasa. Et ils m'ont appris tout de suite la détente. Donc, la préparation, c'est la détente. Pendant l'expédition, c'est toujours cultiver la détente et maintenir sur la durée, en fait, un état d'effort, certes, mais dans une fluidité et une joie aussi, donc un effort joyeux. Et puis à la fin de l'expédition, c'est continuer aussi vraiment de garder cette détente pour arriver à se restaurer après, restaurer au sens la restauration du corps physique et psychologique, hein, pour revenir au monde moderne et civilisé. Et cette détente, c'est la capacité de l'esprit en fait à rester dans le moment présent, à pas anticiper les problèmes, à pas être trop centré sur le résultat et l'obtention de s'approprier en fait par le mental ou par la volonté trop forte, s'approprier un résultat. Donc ça, je dirais, c'est ce que généralement le trip de l'ego hein, se fait hein, quand il est trop tendu vers un objectif. Euh, et généralement, ce qui aide en fait pour pas être trop tendu justement dans ce trip de l'ego, hein, c'est de plutôt miser en fait sur au quotidien le collectif, c'est-à-dire comment je me ressource dans des moments de plaisir avec les autres, d'ouverture vraiment de ma vulnérabilité auprès des autres, leur dire quand ça va pas, quand j'ai pas envie de monter, ou être vraiment proche de mon ressenti, plutôt que de forcer et de pousser à tout prix. Et ouvrir cet espace ouais, d'écoute et de partage. Et ça, je sais que les Tibétains savent beaucoup mieux le faire que les alpinistes étrangers avec qui j'étais, hein, qui étaient tout le temps en train de raconter leurs prouesses du passé et à maintenir cet état de compétition pendant les expéditions sur l'Everest. Et ça, moi, ça me fatiguait énormément. C'est pour ça que je me retirais systématiquement en fait, de ces temps voilà, sociaux avec des alpinistes étrangers, qu'ils soient américains, japonais, européens ou même asiatiques, dans certains cas aussi. Euh, voilà, mais c'est vrai qu'avec le personnel qui travaillait dans les métiers de la montagne, des Sherpas népalais ou des guides tibétains, l'ambiance était beaucoup plus décontractée. On jouait aux cartes, on dansait, on riait, on écoutait de la musique. Voilà, c'est un peu ça, moi, ma manière de me préparer. Et sachant que comme je vis en très haute altitude à Lhasa, enfin, toute l'année, à 3650 mètres, de toute façon, mon corps s'acclimate plus facilement. De toute façon, pour moi, cet état de détente, je sais que je peux m'appuyer dessus parce que ça jouera toujours en ma faveur, en fait. C'est assez fabuleux d'entendre que pour gravir l'Everest, il faut travailler sa détente ou être détendu. C'est un très bon retour. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions pendant qu'on échange, vous les posez sur les Q&A ou sur la partie conversée, et puis je les prendrai et je les poserai également à Marion. Allons maintenant sur enfin, le deuxième exploit, qui est celui d'avoir une équipe avec une équipe de 50 alpinistes tibétains engagés le nettoyage de cette face nord de l'Everest. Alors, juste pour qu'on comprenne bien, parce qu'il y a la face sud de l'Everest, et la face sud de l'Everest, elle est népalaise. Ouais. Et il y avait déjà beaucoup de choses, je crois, d'enclencher sur le nettoyage ou sur la possibilité de prendre soin de cette face sud. Sur la face nord, il n'y avait pas encore beaucoup de choses d'enclencher. Et ça a été le début en fait, de toute une suite que vous avez mis en place. Est-ce que, du coup, tu peux nous expliquer à la fois ce qui a permis de le faire
Et puis techniquement, comment est-ce que vous avez réalisé ces exploits-là? Parce qu'on n'imagine pas ce qu'on peut retrouver sur l'Everest. On imagine que c'est pas que des petits déchets. Il y a des déchets qui sont véritablement importants parce qu'ils se soulagent pour monter l'Everest. Un certain nombre de matériel. Est-ce que tu peux nous expliquer tout se déroulait en fait? Ouais, dans un premier temps, donc là, plus l'intention et comment l'engagement est né. Et puis après, dans un deuxième temps, je vais parler plus de l'aspect technique. Mais c'est vrai que c'est absolument indispensable de parler du comment s'est enclenché ce projet, parce que c'est déterminant en fait pour comprendre ensuite la suite de la persévérance et sur la durée en fait, comment les aspects techniques, comment ils ont pu se mettre en place progressivement. Tout vient en fait d'une motivation forcément. La motivation, elle est clé. Donc comment en fait planter la graine de la motivation dans un groupe de personnes, chez un groupe de personnes, sachant que je ne me considère pas comme moi étant la personne qui est arrivée avec une idée et qui a fait germer cette graine voilà, dans l'esprit des autres. Je me vois vraiment beaucoup plus comme étant déjà moi-même engagée dans un travail d'intelligence collective avant même de commencer ce projet, et donc de croire tellement fort en fait en cette possibilité qu'un groupe peut par lui-même en fait laisser émerger depuis des valeurs préexistantes, donc d'une éco-conscience tibétaine du lien à la nature, comme je l'ai expliqué avant, qui est déjà là, qui est profond, qui est ancestral, et de simplement donc être le révélateur de cette conscience, et de laisser faire ensuite le collectif pour qu'un plan d'action se mette en place donc, par les Tibétains, pour les Tibétains, sur leur montagne, Jomolangma, et pas l'Everest vu par les étrangers pour gravir le plus haut sommet du monde. Mais vraiment donc, de partir d'une relation pure et sacrée à la montagne. Donc, on a créé un mandala. Un mandala, donc, c'est des cercles concentriques qui partent d'un cœur, qui est vraiment le cœur des valeurs de lien à la nature qu'ont les Tibétains. Et puis ensuite, on déploie en fait ce cœur de valeurs en principe d'action. Donc, ça peut être par exemple comment est-ce que je vais communiquer mon lien à la nature aux autres alpinistes étrangers quand ils viennent sur la montagne. Voilà. Et de là, en fait, ça, c'était pour prendre un axe d'action. De là est née l'envie d'écrire une charte. Donc, on va écrire une charte avec les 5 drapeaux des drapeaux de prière tibétains, avec 5 couleurs. Voilà, pour le feu, pour l'air, pour l'eau, pour la terre et pour l'espace, qui sont les 5 éléments toujours en lien à la nature. Et à partir de donc, ces 5 catégories d'actions, donc en lien avec l'eau, par exemple, toutes les actions qui vont permettre de protéger les sources d'eau et de glaciers sur la montagne. Donc après, on arrive à des aspects le plus techniques, avec un 3e cercle du mandala de conception d'une charte environnementale, où là, vraiment, on se décline en actions concrètes, on va dire les do's and don'ts, ce qu'il faut faire et pas faire sur la montagne, un peu sur la forme du Leave No Trace, de laisser aucune trace là où vous allez, qui est une charte internationale. Et voilà, donc après, de là, en 3 ans, on a quand même, ça a duré 3 ans, enfin, de faire ce travail de vraiment plonger dans les profondeurs des valeurs ancestrales pour les réactualiser et les adapter à un contexte moderne sur l'Everest. Et donc, ensuite, je vais passer maintenant à l'aspect technique de comment, en 2016, vraiment s'est déroulé sur 4 ans la grande collecte de déchets.
il a fallu donc qu'on prévoit un grand nombre de sacs déjà, des sacs pour collecter les déchets, hein, avec un beau logo, un logo Clean Everest. Donc on a conçu le logo, on a déposé la marque Clean Everest à Pékin pour que le gouvernement de Pékin soit aussi en fait partie prenante de ce projet. Ce qui d'ailleurs a permis qu'en 2017, les autorités locales et tous les médias chinois de Pékin et d'ailleurs soient présents sur le terrain pour montrer en fait que la Chine se mobilisait en fait pour rendre la montagne propre, l'Everest, et pas que l'Everest, mais aussi d'autres sommets à 8000 mètres, et qu'ils allaient se rallier au projet en distribuant des yaks, enfin on a distribué en approvisionnant en yaks, donc pour le transport des sacs. Une fois que les sacs sont pleins de déchets, donc sur les hauts camps d'altitude, ramassés par les guides tibétains et par les bénévoles des expéditions étrangères, surtout à 6500 mètres, la première et la deuxième année, là où il y avait le plus de déchets, c'est là où en fait il y a une plateforme au pied d'un mur de glace. Et après ce mur de glace, il y a 3 camps, camp 1, camp 2, camp 3, qui mènent jusqu'au sommet, hein, effectivement, là, de l'Everest. Mais cette plateforme, elle est stratégique parce que tous les déchets qui redescendaient des camps d'altitude, ils étaient stockés à cet endroit. Et ensuite, ils étaient ramenés par des yaks qui arrivent à monter en fait, jusqu'à 6500 mètres avec leurs petites pattes. Hein, et ils redescendaient les sacs. Et ensuite, une fois que les sacs étaient redescendus au camp de base, donc là, il y avait les médias chinois qui étaient là pour photographier tout ça, filmer tout ça, montrer qu'il y avait une vraie politique maintenant de contrôle et de modèle de gestion des déchets. Et après, il y avait des camions qui ramenaient ces sacs de déchets, soit à Lhasa pour aller sur des filières de recyclage, soit à la déchetterie locale, parce que c'était des déchets voilà, qui n'étaient pas recyclables. Et donc, ça a énormément aidé donc, l'aide du gouvernement chinois qui a décidé ensuite de réglementer en mettant notre fameuse charte qu'on avait créée donc, en 2016, elle a été officialisée. Une fois qu'une charte est officialisée en Chine, c'est comme ils sont très forts pour le contrôle dans ce pays, eh bien, il n'y a pas de problème derrière. On sait que tout va rentrer dans les cases, tout le monde va bien filer au pas et qu'il n'y aura pas de déviance possible. Donc, en 2018, il y avait encore un problème qu'il a fallu finir de régler, hein, et que les autorités ni locales ni de Pékin ne pouvaient pas régler. Hein. C'était en fait l'histoire de très, très hauts déchets. Plutôt là au-dessus à 7900 mètres et à 8300 mètres jusqu'au sommet, où là en fait c'est ce qu'on appelle les zones de la mort, où la survie de l'humain est vraiment enfin, c'est très très fragile, hein, la vie est en danger là-haut. Et il fallait en fait payer du personnel professionnel à la montagne pour passer suffisamment de temps là-haut pour finir de descendre tous les déchets qu'on n'arrivait pas à retirer de la roche, de la glace qui était incrustée en fait sur ces camps. Et donc là, on a instauré un système qui s'appelle cash for trash. Donc c'est la rémunération en cash de chaque kilo de déchets redescendus depuis ces très hauts camps d'altitude. Et une fois qu'ils sont redescendus, voilà, chaque Sherpa ou Tibétain est rémunéré. Et ça a été rémunéré avec l'aide aussi d'un photographe tibétain qui a édité un livre de photos, un des guides, des 50 guides, là, qui est devenu un peu le porteur du projet finalement, et qui, avec la vente de ces livres, a permis de rémunérer l'opération Cash for Trash. Et ça a duré entre 2018 et 2019. Moi, j'ai aussi pas mal aidé à sensibiliser beaucoup de populations tibétaines en dehors de la montagne, mais plutôt sur le musée de la montagne à Lhasa et dans les écoles et sur les lieux de pèlerinage, parce qu'il y avait le même problème de pollution en fait, de déchets partout sur les montagnes du Tibet. Et il fallait en fait répliquer ce modèle assez symbolique sur l'Everest de gestion des déchets sur d'autres sommets de l'Himalaya. Et ça, moi, je me suis attelée pas mal à ça en 2018 et 2019.
On parle de combien de kilos de déchets? Donc là, on a vraiment estimé à 10 tonnes ce qui devait être enlevé sur les couches superficielles en fait, qu'on avait pu voir, parce que le reste, on n'en les voyait pas en fait. Ça, avec le dégel, ça remonte à la surface. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait voilà, des déchets qui remontent comme ça. Donc, c'est pas encore à 100% propre, mais sur les 10 tonnes qu'on a enlevées, on a fait plus de 90%. Quoi. Une question d'Arnaud Cosson, c'était quoi comme type de déchets? Oui, c'est vrai que j'ai oublié de parler des types de déchets. Donc, c'est surtout du matériel technique d'alpinisme, des tentes, des crampons, des arceaux, des bouteilles de gaz, des petites bouteilles de gaz pour les réchauds, les mini-réchauds, pour faire fondre la neige, mais aussi la nourriture, donc pour lyophiliser, des conserves, des bouteilles de plastique, même des médicaments, hein, et puis des lampes frontales, des piles aussi, beaucoup de piles. Voilà. Mais les gens ramenaient, parce que ça, on peut entendre que les gens, les alpinistes aient des difficultés à ramener ce type de déchets qui sont des déchets techniques. Mais est-ce qu'il y avait un. Donc, ça excuserait presque, je le dis bien, un comportement qui serait, on va dire, sportif. Mais est-ce que vous avez vu d'autres types de déchets qui, en vérité, n'avaient vraiment pas lieu d'être là-bas et qui expliquaient autre chose du comportement de chacun par rapport à cette montagne? Ça a fait beaucoup rire les équipes de ramassage. Il y avait des préservatifs. Alors, je me demande bien à quoi ça pouvait servir parce qu'il y a vraiment très très peu. Enfin, c'est essentiellement des hommes qui sont là-haut. Non, après, non, je vois pas bien d'autres types de déchets. Oui, il y avait plein de bouteilles d'alcool. Ça, je vois pas bien ce qu'ils font là-haut aussi. Non, sinon, c'est. En fait, ce qui explique la raison pour laquelle tous ces déchets sont laissés, et c'est simplement parce que les habitudes en fait de confort des alpinistes quand ils viennent sur une expédition qui dure presque jusqu'à 2 mois parfois. Donc, ces habitudes en fait de vie, voilà, de vie confortable, de vie avec beaucoup de choses, amener beaucoup de choses avec soi, arrivent sur la montagne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'entraînement à renoncer en fait à tout ce confort. Et encore moins à se soucier de qui va s'occuper en fait d'enlever tout ça après notre passage. D'ailleurs, en fait, ils payent tellement cher les alpinistes qui viennent sur l'Everest que en fait, ils se disent que ça devrait faire partie de la prestation du service en fait logistique de redescendre des déchets. Hein, parce que voilà, on se dit bah, puisque tout a été monté, pourquoi tout ne peut pas être descendu, hein. Et c'est vrai que je peux comprendre que c'est un problème d'organisation, de logistique des professionnels à la montagne. Hein, Après, bon, je pense qu'il y a effectivement toute la partie des déchets vraiment personnels qui, eux, alors là, il n'y a aucune excuse effectivement pour que ce soit laissé sur place. Et il y en a beaucoup trop comme ça. Voilà, tout simplement des emballages de barres de céréales, hein, ou voilà. Mais je trouve ça, enfin après, bon, c'est une réflexion personnelle, mais je trouve ça assez bizarre, en fait, assez même fou de pouvoir passer et investir de son temps pour gravir cette montagne et de ne pas avoir un réflexe de respect. Encore une fois, que je sépare je comprends très bien, au niveau logistique, il y a les bouteilles, mais les autres déchets, je n'entends pas trop. Une question d'Hélène Luciani. Les obligations et la charte obligent-elles dorénavant tous les alpinistes à redescendre leurs déchets? Oui, 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 oui. On a mis en place toutes sortes de méthodes punitives, etc., depuis 2017, vraiment pour essayer d'imposer cette réglementation. Punitive. Oui, bah, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, il y avait une caution de $4 000. Si les alpinistes ne redescendaient pas l'ensemble de leurs déchets et assuraient la propreté du camp après leur départ, la caution ne leur était pas rendue. Mais ça ne marchait pas parce qu'en fait, $4 000 sur le prix d'une expédition, c'est dérisoire. Donc finalement, c'était pas
n'était pas suffisamment dissuasif. Ensuite, on a mis en place un système de taxes environnementales obligatoires de 1 500 $ par personne, qui en fait permettait avec cet argent de vraiment renforcer le système, le dispositif en fait de gestion des déchets, hein, avec des personnels rémunérés pour ça sur la montagne qui redescendaient les déchets. Et ça, c'était plus efficace. Donc ça, c'était encore voilà, une taxe. Et puis finalement, la dernière méthode qui est cumulée à celle que je viens de dire, la taxe environnementale pour 1 500 par personne, c'est de limiter en fait à une dizaine d'agences d'expédition dans le monde entier l'accès au sommet de l'Everest, du côté nord, par le Tibet, et de sélectionner ces 10 agences par des critères de responsabilité environnementale. C'est-à-dire qu'ils s'engagent à bien respecter la charte qui est maintenant très détaillée et qui évidemment inclut dans le moindre détail comment redescendre ces déchets, et en plus de les trier maintenant, il faut les trier aussi. Et ceux qui ne respecteront pas cette charte et qui ne seront pas des expéditions responsables n'auront plus le droit l'année suivante de postuler pour avoir le permis spécial pour aller au sommet. Donc là, ça devient vraiment drastique, quoi. Ça, c'est clair. Une question d'Anna, Anna Char. Mettez-vous en place des sensibilisations à la gestion de ses propres déchets auprès des alpinistes? Alors, on a parlé de la charte, mais est-ce qu'il y a une espèce de sas où on va sensibiliser les alpinistes? Ouais, c'est super important ça. En fait, ouais, moi j'avais donné des cours à l'école de montagne à Lhasa de formation interculturelle pour justement apprendre aux Tibétains à parler et présenter leur modèle de gestion des déchets selon les valeurs tibétaines aux étrangers. Parce que, en fait, c'est vrai que les visions sont différentes. D'un côté, il y a des gens qui vivent toute l'année au pied de ces montagnes et qui ont un rapport sacré avec la montagne. Et d'un autre côté, il y a des gens qui viennent une fois dans leur vie, qui remettront plus jamais les pieds dans ce pays. Ils savent même pas vraiment dans quel pays ils sont, parce qu'en fait, que ce soit en Bolivie, au Népal, au Tibet, du moment qu'il y a des montagnes, pour eux, l'objectif, c'est d'aller au sommet. Donc, en fait, ils sont que pas en rapport avec la culture du pays dans lequel ils sont, mais ils sont en rapport avec le sommet à gravir. Donc forcément, c'était un peu complexe, mais pendant les veillées le soir, raconter en fait des histoires de comment les Tibétains en fait se relient à leur montagne, partager vraiment avec leur cœur ce lien sacré et sensibiliser de cette manière-là en fait voilà, des publics étrangers qui à la base ne sont pas forcément connectés à cette culture, mais qui, si elle leur est bien présentée, effectivement vont être touchés et être touchés sur la durée. C'est-à-dire que ce ne sera pas que sur l'Everest qu'ils vont se dire « Ah oui, tiens, quand même, ce serait pas mal de faire quelque chose ». Mais ça va vraiment être engrammé après dans leurs cellules, dans leur corps, pour à chaque fois qu'ils vont monter sur une montagne, se rappeler qu'il y a des gens qui sont là autour de cette montagne avec un lien sacré et le respecter, quoi. En fait, ça fait un lien assez évident avec la question de Michel Arnaud-Diès qui dit: seriez-vous OK pour une tournée en France pour essaimage de votre excellente initiative dans les Pyrénées et les Alpes notamment? Ouais, bah là, je pars cet après-midi, là, je vais à Grenoble. Alors, je ne suis pas dans les Pyrénées, mais je vais plutôt du côté Jura et Alpes pour rencontrer en fait les acteurs des états généraux de transition de la montagne qui en sont en train de justement mettre en place en France pour tous les endroits où il y a des montagnes une vision donc très claire de comment respecter et protéger la montagne. Et ensuite mettre en application avec des acteurs donc, du secteur privé, hein. Par exemple, même les stations de ski, hein, mais aussi voilà, tout ce qui est lié au tourisme pour les sports de montagne en été, et aussi les secteurs publics avec les communes qui sont sur des régions de montagne pour, en fait, avec cette ONG qui s'appelle Mountain Wilderness, donc du secteur non gouvernemental, mettre en place un vrai plan stratégique sur le long terme de protection des montagnes. Donc ça, ouais, je vais vraiment me mobiliser puisque je suis là en Europe maintenant. Donc je vais aujourd'hui et demain pour avoir toutes ces réunions pour que septembre et octobre
on puisse vraiment avoir voilà, une équipe bien en place. Et aussi, je suis en train d'aider une équipe à créer une charte environnementale, en fait. Pas que pour le modèle de gestion des déchets sur l'Everest, mais sur toutes les montagnes dans le monde. Et cette charte, on va essayer de la faire certifier donc, internationalement pour qu'elle ait un poids et, sur toutes les agences commerciales qui vendent des expéditions. Ça va prendre un peu plus de temps, mais on a déjà des bons alliés. Ouais. Fais attention parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai mon chien qui est à côté, j'ai peur qu'il aboie. Donc j'avais coupé le micro. Michel elle précise, super, pourrait-on avoir les coordonnées pour Grenoble? Et j'imagine que la question est qu'est-ce que Montagne Wilderness? Est-ce que vous pouvez répondre rapidement? Parce qu'en fait, j'ai 3 autres questions et puis je vois le temps tourne et j'ai 2 autres questions qui arrivent là. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir les coordonnées? Peut-être les mettre à la fin dans le chat. Dans le chat. Oui, en fait, Montagne Wilderness, c'est une ONG française qui est la seule en fait qui a vraiment ce rayonnement international pour la protection de la montagne et qui est basée à Grenoble. C'est pour ça que je vais là-bas. Et il y a toute une équipe vraiment super mobilisée qui organise plein d'actions en fait tout au long de l'année pour dépolluer les montagnes. Alors c'est surtout ce qu'ils appellent les installations obsolètes qui sont retirées de la montagne, c'est-à-dire des vieilles remontées mécaniques dans les stations de ski qui sont plus utilisées, mais aussi des barbelés. Et eux, on parle de plus de c'est l'équivalent de 11 avions long courrier de tonnes en fait, de déchets qu'ils ont réussi à dégager des montagnes. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus que les 10 tonnes sur l'Everest. C'est fou. Une réaction d'Anna, c'est passionnant. Travaillez-vous également avec les Népalais pour partager ces bonnes pratiques? Il me semble que la face népalaise de l'Everest draine énormément d'alpinistes. Voilà, donc ça, c'est effectivement le grand chantier qui s'ouvre à moi maintenant. C'est comment est-ce qu'on va coordonner en fait sur le versant népalais toutes les initiatives qui existent déjà. Donc là, je vais aussi à Grenoble pour demain voir en fait un groupe d'ingénieurs qui veulent installer un incinérateur pas très loin du camp de base de l'Everest du côté népalais. Mais il y a vraiment plein d'autres initiatives et effectivement, moi, je compte m'y impliquer parce que je connais bien les autorités locales du Népal et je sais que c'est absolument indispensable de passer par un appui gouvernemental. Mais le problème, c'est qu'au Népal, en fait, le gouvernement, il n'est pas du tout organisé et pas du tout même prêt, en fait, à mettre de côté ses propres intérêts pour avoir une vision plus globale. Et pour l'instant, il y a beaucoup de corruption, il y a un énorme problème qui fait que c'est trop chaotique et ça m'a découragée. Depuis des années, j'y ai pensé, mais là, je vais essayer de m'y atteler, mais c'est un plus gros chantier encore que la face nord de l'Everest. Une question d'Hélène, est-ce que vous prévoyez de repartir sur l'Everest? Oui, parce que en fait, j'avais été nommée pour être chef d'expédition à partir de 2022 sur l'Everest, côté nord, avec une agence basée à Lyon, avec Unlimited Expedition. Et donc, oui, je pense absolument, et de faire ce travail de sensibilisation en fait, des alpinistes français en amont des expéditions, avec un livret d'ailleurs que j'ai édité qui s'appelle La vision tibétaine de la montagne, les Tibétains et la montagne. Et voilà, et d'être à la fois sur l'aspect coordination et guide sur l'Everest et aussi de sensibilisation à la culture tibétaine pendant les expéditions. Une question de Muriel, donc on part un peu sur les conséquences de cette expédition. Est-ce que ce nouveau modèle de consommation de cette zone du monde a eu un impact positif ou négatif sur l'éducation dans les familles, écoles, universités des Tibétains, ce qui correspond à la question qu'on avait posée au début, pour ceux qui ne nous ont pas suivis depuis le début, qui était de dire est-ce qu'il y a une influence du monde occidental? Et puis, qui est une deuxième question, qui est de dire est-ce que cette séquence de nettoyage de l'Everest a remis ou a eu des effets positifs pour consolider cette culture tibétaine d'origine et peut-être avoir des effets sur l'éducation?
Oui, en fait, j'ai déjà en partie répondu à la question, mais c'est vrai que c'est bien de pouvoir synthétiser parce que c'est central comme thème. Donc, effectivement, il y a eu une cristallisation des problèmes sur cette montagne due à la surfréquentation, donc problème de pollution, ce qui a permis en fait de mettre en lumière un problème qui sinon en fait n'aurait pas été vu parce qu'il existe dans d'autres montagnes du Tibet, mais comme il est moins important, il y a moins de déchets, hein, il était moins visible, hein, ce problème. Donc en exacerbant le problème, ça a permis quelque part de vraiment le reconnaître, l'identifier. Et ensuite, le deuxième point, c'est que donc, grâce à la valeur symbolique de l'Everest, qui est donc vue comme une montagne sacrée, ça a permis donc à l'identité tibétaine ancestrale liée à la nature et à cette géographie sacrée du Tibet, de remonter à la surface, de réémerger comme étant en fait un point d'appui et une sorte de vecteur, un levier d'action pour respecter cette montagne et donc et remettre aussi l'identité tibétaine à l'ordre du jour, la réactualiser. Et donc oui, ça a énormément aidé dans une campagne de sensibilisation dans les écoles, au musée de la montagne à Lhasa, pour toutes les populations qui sont dans les villes, mais aussi voilà, qui vont en pèlerinage autour des montagnes, qui tournent en fait autour des montagnes sacrées du Tibet, de renforcer l'identité tibétaine autour de gardiens des montagnes et gardiens de l'environnement. Dans la discussion qu'on avait eue pour préparer ce moment, il y avait une phrase que vous aviez dit que j'avais trouvée assez intéressante, qui était de dire, mais en fait, pourquoi s'occuper de l'eau si la source est polluée? Et finalement, si la source est pure, on revient sur un respect du chemin de l'eau qui est très différente. C'est ça. Et j'ai l'impression que c'est un élément essentiel, une conséquence essentielle de cette expédition. Oui, parce que pour revenir sur les 2-3 milliards d'habitants qui habitent donc dans les bassins, des grands fleuves qui viennent des glaciers de l'Himalaya, qui ont leur source dans les glaciers de l'Himalaya. En fait, l'eau, elle n'est pas spécialement polluée par les déchets des cimes, des sommets. Elle l'est évidemment un petit peu, mais c'est pas que ça. Le problème, c'est quand c'est l'esprit qui est pollué par l'idée que à la source, sur les glaciers, de toute façon, c'est pollué. Donc pourquoi moi, en aval, sur tout le cours du fleuve, tout le long du fleuve, pourquoi moi, je prendrais soin en fait de dépolluer ou de faire attention à ne pas la polluer. Donc en fait, c'est en remettant la valeur symbolique du sacré sur la cime, en montrant que oui, la cime a été protégée, oui, la cime est propre, alors ça vaut le coup pour tout le monde en aval, sur les bassins des fleuves qui viennent des glaciers d'Himalaya, de protéger cette eau. Et comme toute l'Asie est quand même très religieuse et très portée sur justement l'aspect sacré de l'Himalaya, que ce soit les hindous, les bouddhistes, pour eux, cette valeur symbolique de respect de l'eau sacrée qui vient des cimes d'Himalaya, c'est un levier extraordinaire pour protéger toute l'eau de l'Asie. Moi, c'est une phrase que je vais fondamentalement retenir parce qu'elle est exploitable sur beaucoup de choses et je pense que c'est presque un message politique extrêmement fort parce que ces conséquences-là ou ce chemin-là, on le voit sur notre quotidien aussi. Donc, je pense que c'est quelque chose à retenir de cette conversation. Une question d'Émilie qui nous dit quelles sont les valeurs qui te guident au quotidien, Marion, et vois-tu un changement entre ta version d'avant et ce que tu es aujourd'hui? Alors, il y a forcément un petit changement du fait que j'habite aujourd'hui maintenant en Europe et que je m'adapte à un mode de vie plus matérialiste. Alors qu'avant, j'étais vraiment dans un pays j'ai vécu quand même 22 ans en Himalaya avant d'arriver en Europe en 2020, qui était vraiment spirituel en fait, une base spirituelle. Donc, ce qui me porte dans mes actions au quotidien, c'est cette force de détermination qui est en fait en tibétain la Sem Shuk. Sem, c'est l'esprit, Shuk, c'est la force. Donc, c'est la force du mental, la force de l'esprit.
mais qui n'est pas un effort qui force les choses à arriver, hein, et qui veut s'approprier le résultat, qui est un effort joyeux, c'est-à-dire qui est dans le présent, qui n'est pas connecté forcément au résultat, qui est juste dans le plaisir de faire l'action sur le moment, voilà, parce que j'aime les déchets, parce que j'aime ramasser les déchets, que j'aime retrouver la montagne propre, que j'aime m'amuser avec mes amis tibétains à lancer des campagnes de ramassage de déchets, que ça m'amuse, qu'on s'amuse tous ensemble. Donc, c'est cet effort joyeux, c'est-à-dire qu'il y a une détente. Pour moi, l'aspect de plaisir, de détente et de joie dans toutes mes actions, elle est fondamentale. Et je sais que si je perds cet amour pour ce que je fais, hein, y compris pour les déchets, hein, alors je vais m'épuiser et ce ne sera pas durable, mon action. Et une question de Catherine qui est liée à cela, qui est dire comment est-ce que tu mets en œuvre cette détente dans ton quotidien? Alors, Catherine dit en Suisse, mais on va dire dans ton quotidien occidental aujourd'hui. Alors, ce qui est un peu plus compliqué, voilà, dans une société plus matérialiste, c'est qu'il y a beaucoup de choses au quotidien qui sont en rapport avec nettoyer un endroit, voilà, se laver, acheter des choses. Alors que, bon, je ne dis pas qu'au Tibet, on ne se lave pas, hein, mais simplement, il y a beaucoup moins d'attention portée à toutes ces petites choses, en fait, qui se forment des charges mentales, en fait, au quotidien pour gérer le matériel. Et en fait, moi, ce que je propose de faire, c'est de vraiment identifier que dans sa journée, en fait, il ne reste plus beaucoup de temps pour ne rien faire, s'amuser, jouer et simplement ne pas être connecté à Internet et vraiment rien faire du tout. C'est vraiment, en plus, au Tibet, je n'étais pas spécialement connectée à Internet parce que déjà, tout était bloqué, tous les sites, etc. Donc, tout le temps que ça dégage, évidemment, l'espace mental que ça dégage, c'est considérable, hein. Mais voilà, donc je pense qu'il faut arriver à identifier ça et se dire, non, mais est-ce que je suis capable dans la journée de me donner 20 minutes, 30 minutes où vraiment je fais rien de spécial et je goûte à cet état intérieur de simplement être là, être bien, être en contemplation avec ce qui vient à moi sans faire quelque chose en particulier et sans qu'il y ait un effort pour aller vers un résultat. Donc ça, c'est un entraînement. Qui peut être écouter de la musique quand même, ou lire, ou vraiment des séances, enfin une méditation et séances de contemplation. Oui, simplement écouter la musique en ne faisant rien d'autre. C'est-à-dire que rester complètement connecté à la musique uniquement, ou alors lisant un livre sans effectivement être distrait par d'autres choses en même temps. Et oui, ça, c'est tout à fait un bon entraînement pour rester connecté au présent dans une attitude de détente et de non-faire. Ouais. Alors, ce qu'on entend, les amis, ce n'est pas mon chien. Ce n'est pas chez moi. C'est les oiseaux, c'est la piment. C'est les oiseaux. Mais écoutez, j'ai une dernière question. Il reste 9 minutes. Excellent. Bon, bah voilà. Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Merci, Catherine. Et bon, sur cette conclusion, je vais vous libérer pour la suite de chacun de votre déjeuner, puisque ça a été enregistré en live à midi. Merci infiniment, Marion. Merci pour ces mots. Il y a beaucoup de choses à retenir. Et je pense que ce que l'on peut retenir, c'est dans la détente, quel que soit le défi. J'entends aussi une écologie joyeuse, une écologie humaine, que seul on ne fait rien, mais pour pouvoir y arriver, il faut le faire avec le collectif. Et puis que la nature, et c'est vraiment le thème qu'on essaye de faire depuis le début de cette série des Mo Talks, hein, c'est que la nature est centrale et l'homme est une composante de cette nature, elle n'est pas le centre de cet écosystème. C'est ce qu'on essaye aussi de faire passer comme message très important parce que c'est vraiment en lien avec le collectif. Et peut-être, Marion, est-ce que tu as un dernier mot à nous dire? Alors, c'est juste en particulier, c'est le dernier mot Talks de la saison. On s'arrête ensuite. On reprendra certainement à la rentrée, mais pas tout de suite après la rentrée parce qu'on voudrait réinventer en fait cette série. Donc, on va se laisser un petit peu de temps. Et donc, Marion, est-ce que tu as un dernier mot peut-être pour finaliser cette longue série des Mo Talks aujourd'hui?
Ouais, de prendre soin de soi, mais vraiment pas au sens sanitaire, au sens de comment justement cultiver ces moments de détente, de plaisir, de joie qui nous ressourcent et de considérer ça vraiment comme un acte même en fait militant pour la planète en fait, de prendre soin de soi dans ce sens-là. Merci Marion. Merci à tous. Merci, à bientôt, au revoir.